Nous avons probablement tous autour de nous un collègue, un parent, un ami qui a vécu une période d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle un burn-out. Statistique Canada estime qu'il y a un Canadien sur 4 qui va vivre un problème de santé mentale dans sa vie. C'est un phénomène occidental qui frappe de plus en plus durement le marché du travail depuis les années 90. Au Québec, 6 travailleurs sur 10, selon la maison Haddock, en tout cas, trouvent leur travail stressant. En milieu de travail, l'impact des maladies mentales, ça se manifeste par une faible productivité, par un recours répété au congé de maladie. Selon la Fondation des maladies mentales, un seul cas de dépression équivaut pour l'entreprise à la perte de 40 jours de travail, c'est-à-dire 10 000 $. Louise Baudouin et France Desourdiers nous disent, encore une fois, qu'il faut cesser la gestion des ressources humaines, mais plutôt faire de la gestion humaine des ressources. Je suis encore entré dans le bureau de mon patron, fermer la porte, et je lui ai dit, tout simplement, écoute, le médecin et le psychologue ont dit que je suis en burn-out. Serge est responsable d'un département dans une grande institution financière à Montréal. Il veut garder l'anonymat. L'épuisement professionnel est un sujet tabou dans son milieu. Là où je travaille, en fait, dans mon département, il y a plusieurs personnes qui ont été en burn-out. Il y en a qui sont jamais revenus, il y en a qui sont revenus. Plusieurs mois de surcharge de travail ont peu à peu conduit Serge à l'épuisement. Malgré ses demandes répétées, l'entreprise n'a pas reconnu qu'il avait besoin d'être épaulé. Moi, il y a 30 quelques années, quand j'ai commencé à travailler, on était une grosse équipe. Et ça coûtait pas cher les employés à l'époque. On ne demandait pas la même rentabilité, on ne demandait pas la même faire autant d'argent, etc., etc. C'était pas le drive, ça. Et maintenant, ça a changé. Au Canada, les problèmes de santé mentale sont la première cause d'absentéisme au travail. Le coût est astronomique. Cette année seulement, cela représente 33 milliards de dollars en indemnités versées et en remplacement personnel. Il y a 20 ans, cela ne touchait que les professions de relations d'aide, comme par exemple les infirmières et les enseignants. Aujourd'hui, le monde du travail au complet est frappé, tous secteurs confondus. Je crois que c'est vraiment une épidémie, littéralement, là, dans le sens où il y en a une quantité importante, et pas juste au Québec, je veux dire, c'est en Occident et probablement aussi en Orient. Et c'est lié, bien sûr, à l'évolution qu'on a connue au niveau de notre société. Hein. Il y a une phrase frigo. Serge Marquis est médecin. Il partage son temps entre le traitement de patients victimes d'épuisement professionnel et des conférences sur le stress. Ce soir, il parle à 600 employés d'une grande entreprise privée du Québec. La compagnie désire, elle aussi, garder l'anonymat. Une de mes grandes amies travaille dans un pénitencier pour femmes. Elle m'a dit qu'un midi, elle avait dîné avec l'aumônier de la place et que l'aumônier lui avait dit ceci. Tu sais, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, c'est pas les paralytiques qui feraient marcher. Il ferait marcher ceux qui courent. Je dis toujours que le burn-out, c'est comme si on était tous et toutes dans un marathon sans le savoir et que les personnes qui font un burn-out sont les premières à tomber et qu'elles crient « Hey, on est dans un marathon, là. L'avez-vous réalisé? » Ils sont de plus en plus nombreux, les employeurs qui frappent à la porte des compagnies d'assurance, confrontés à la hausse des coûts des congés de maladie pour raison de santé mentale. Depuis 1990, les sommes versées par les compagnies d'assurance pour les congés reliés à la santé mentale sont passées de 18% à près de 50%. La Standard Life prend la crise au sérieux. En tant qu'assureur, on veut garder nos clients. Chez nos clients, ils ont des enjeux très différents. Il faut comprendre qu'il y en a qui vivent des burn-out et là, ils disent, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, ils se revirent vers l'assureur en disant, mes coûts augmentent, les gens sont absents pour plus longtemps. Parce que quand on est absent pour des raisons de santé mentale, comme c'est pour la plupart le gros enjeu, bien à ce moment-là, c'est sûr que ça me coûte cher, il faut stopper l'hémorragie, qu'est-ce que je fais? À Montréal, en novembre,
Ils sont venus par centaines à la conférence annuelle Santé, Travail, Mieux-être. Gestionnaires d'entreprises privées et publiques de tout le pays veulent savoir comment endiguer l'épidémie. On s'est dit, il faut faire des interventions avant ça, avant que la personne tombe malade. Il y a des symptômes, on le voit, on est capable de le détecter. Jean-Pierre Brun est un des grands chercheurs canadiens dans le domaine. L'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2020, la première cause d'invalidité va être les dépressions majeures. Le rôle de vos équipes de santé au travail vont dans les années à venir devenir de plus en plus importantes pour les organisations. Beaucoup d'organisations avaient plutôt opté pour ce qu'on appelle la prévention secondaire, des séances de massage, de yoga, de relaxation, ce que j'appelle le pomme-carotte-bicycle. C'est pas nécessairement mauvais, mais ça a eu aucun impact sur l'absentéisme parce que ça fait 10 ans qu'on fait des stratégies de prévention de la sorte et l'absentéisme ne cesse d'augmenter. Le professeur Brun a sondé 20 000 employés dans 13 grandes entreprises publiques et privées du Québec. Il a constaté qu'entre 27 % et 54 % de ces travailleurs montraient des signes de détresse psychologique. L'employeur a une grosse responsabilité. Pour l'instant, beaucoup d'employeurs font ce que j'appelle une gestion à l'aveugle. Ils imposent des contraintes, des exigences aux gens, puis ils ne demandent pas est-ce que tu vas être capable de le faire. Puis quel impact ça va avoir chez toi. On ne veut même pas le savoir, parce que de nos jours, la charge de travail n'est plus évaluée dans aucun milieu de travail. On a cessé complètement l'évaluation de la charge de travail. On en rajoute constamment et on dit, s'il y en a trop, il va venir me voir, puis à ce moment-là, on ajustera les choses. Et souvent, il est trop tard. Le but est d'agir avant que l'employé ne soit rendu dans le bureau du médecin. La seule façon pour les entreprises de réduire le coût des absences est de contrer ce qu'on appelle le présentéisme. Le présentéisme, c'est un employé qui se présente encore au travail, mais qui ne va pas bien. Et il faut aussi s'occuper de ces gens-là, pas juste s'occuper de ceux qui sont absents. Parce que leur santé mentale est altérée, mais aussi parce que ça a un effet sur la productivité ou la qualité du service qui est rendu dans l'organisation. 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour, pendant 35 ans, 40 ans. Ça, il y a une chose qui me bouleverse beaucoup. Hein. Je me promène dans des milieux de travail différents chaque jour. Et il y a une phrase que j'entends de plus en plus souvent. Ça me jette à terre. Il me reste 17 ans avant ma retraite. Quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre un discours carcéral. C'est des prisonniers qui tiennent un discours comme ça. La surcharge de travail n'est qu'une des causes pouvant mener à la détresse psychologique. Un autre facteur tout aussi important pèse dans la balance. Il y a des gens qui travaillent 35 heures semaine, qui font un burn-out, ou qui souffrent d'épuisement ou de dépression, puis il y en a d'autres qui travaillent 70 heures et qui ne vont pas souffrir justement d'épuisement. Qu'est-ce qui rend malade? Bien, tout d'abord, le manque de reconnaissance. Un individu peut justement travailler, être engagé, se mobiliser, faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il aime ce qu'il fait? Et en plus, est-ce qu'il sent qu'on lui renvoie de temps en temps à l'ascenseur et qu'il y a de la reconnaissance? Aujourd'hui, là, on dit que 75 % des gens travaillent en utilisant surtout leur tête. C'est énorme comme changement. Alors les gens, pour travailler avec leur tête, il a fallu qu'ils la meublent, cette tête. Et il y a eu des efforts de fait pour la meubler, cette tête. Et ils veulent que ces efforts-là servent à quelque chose. Donc, quand la reconnaissance arrive, elle touche tous les efforts qui ont été faits. Relaxés après le travail, les gestionnaires qui participent à la conférence sur la santé mentale au travail savent tous que c'est important. C'est pourquoi ils s'adonnent à une pause détente avant de poursuivre leurs réflexions. Ils savent qu'ils doivent aller plus loin. Leurs propres actions sont au cœur du problème et de la solution. Je pense que l'un des défis du management, c'est-à-dire, commencer à parler à ses employés. Déjà, juste de réussir à faire un contact, c'est déjà quelque chose. Je pense que dans certaines entreprises, on n'arrive même pas à faire ça. Moi, c'est vraiment une question de sensibiliser les gestionnaires à ce pouvoir, l'influence qu'ils exercent, parce que je ne crois pas qu'ils en sont conscients. Le gestionnaire, c'est la personne la plus importante pour un employé. C'est lui qui peut voir des fois certaines choses, mais ils ne sont pas tous habilités à justement détecter les signes quand quelqu'un ne va pas bien. Quand vous faites un changement organisationnel, quand vous demandez des nouveaux projets, quand vous coupez des budgets ou des postes, même si on le fait souvent sur la base d'un critère économique,
posez-vous la question, quel impact ça va avoir sur mon personnel? Parce qu'il va en avoir de toute manière un impact, et vous allez avoir à le gérer, cet impact-là. À Québec, il y a 4 ans, l'Université Laval a décidé d'affronter le problème. Avec un taux de détresse psychologique de 42 % chez les 5000 employés, le coût en absence pour santé mentale montait à 2 millions de dollars par année. C'est sûr qu'on s'interroge beaucoup à ce moment-là et on se demande, qu'est-ce que comme institution on peut faire pour favoriser un mieux-être. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va bien. L'université a mis sur pied un comité permanent pour changer la culture de gestion. On a identifié le manque de reconnaissance au travail comme un des principaux facteurs de détresse des employés. C'est un défi qui est immense. Je vous dirais que, faisons une comparaison, le Queen Mary II est à Québec, est au port de Québec. C'est comme si on essayait de faire tourner le Queen Mary dans le fleuve Saint-Laurent, mais à rame. Donc c'est une question de temps, c'est une question beaucoup de volonté, c'est un travail d'équipe, et c'est surtout une question de continuité et d'années. On ne peut pas faire ces changements-là en l'espace de quelques mois. Ça va s'étaler pour facilement une dizaine d'années pour faire un changement de culture. Les efforts portent fruit. Le taux de détresse est passé de 42 % à 32 % et l'absentéisme dû aux problèmes de santé mentale a diminué du tiers. L'Université Laval, à partir des recommandations du comité, des conclusions des rapports, a développé une formation pour les gestionnaires. Et ce n'est pas une formation sur une journée, 2 jours. Cette formation est basée sur 20 mois, en raison de 2 jours par mois. Monique Lévesque est coordonnatrice à l'administration à la Faculté des sciences infirmières. Elle a suivi la formation spéciale offerte aux gestionnaires par l'Université Laval. Comment on peut désamorcer les bombes? C'est ça qu'on nous apprend à faire, parce que des fois, c'est pas si dramatique que ça. L'employé a besoin d'être entendu. Il a besoin d'être reçu. Il a besoin d'être considéré. Je pense que déjà, en partant, quand on fait ça, on se donne une grande chance. Et les cours nous aident beaucoup. Ça peut être des choses très simples. Rencontrer plus régulièrement son patron. Échanger sur la charge de travail qu'on a pour la réduire ou bien pour la moduler. Mettre sur pied des activités de reconnaissance au travail. Revoir la définition des tâches à l'intérieur d'une équipe. Impliquer les gens dans la prise de décision. Ce sont donc ce que j'appelle, moi, l'ABC du management. C'est rien de bien sophistiqué. Ça fait 50 ans qu'on enseigne ça dans les facultés de gestion. Et c'est ce que je dis aux organisations. Il faut revenir à l'ABC du management. Serge a été chanceux. À force de pression, il a convaincu la direction d'aménager son horaire. Et il a maintenant l'aide d'un employé supplémentaire. Ma situation à moi fait que le fait d'avoir continué de travailler, c'était très positif. Pour moi, c'était très positif. D'avoir aussi l'appui de mes patrons, c'était très positif. Et je pense que ça a aidé énormément. La santé des personnes doit devenir un critère de décision d'affaires, essentiellement. Alors, ça veut dire que même dans les décisions qui sont prises dans un conseil d'administration, dans un comité de direction, il faut que déjà le souci de la santé des personnes soit présent. Et le coût de ne rien faire est beaucoup plus dispendieux que finalement, beaucoup plus cher que le coût de faire quelque chose.